Donc d'abord, je voulais remercier Nicolas de m'avoir donné l'opportunité de présenter ces résultats. Donc des résultats qui sont tout frais. L'enquête s'est terminée en août dernier, qui vise à étudier un peu l'acceptabilité des injecteurs d'opiacés vis-à-vis d'un traitement injectable à base de buprenorphine. Donc d'abord, pour resituer un peu cette enquête, elle est née d'un groupe de réflexion autour des traitements injectables, financé par la Mildeka, et donc moi on m'a chargé d'évaluer la buprenorphine injectable, puisqu'évidemment il y a plusieurs options possibles comme traitement injectable, et donc une des options qui nous a semblé la plus acceptable pour commencer en France, c'est la buprenorphine injectable. Donc avant de mettre en place cet essai clinique qui viserait donc à évaluer la buprenorphine injectable, nous avons avec Ed décidé de réaliser une enquête d'acceptabilité pour essayer de comprendre un peu différents aspects, notamment les profils des injecteurs et leur acceptabilité, et pour pouvoir affiner le protocole de l'essai clinique. Donc d'abord quelques éléments de contexte. Donc comme vous le savez, chez les personnes dépendantes aux opiacés, il y a une persistance de l'injection d'opiacés ou d'opioïdes. Alors soit par choix, ces personnes-là ne sont pas dans une démarche de soins, soit parce que les traitements proposés ne sont pas adaptés à leurs besoins. On a donc les données de la littérature montrent un pourcentage très élevé donc de personnes, très élevé, non négligeable en tout cas, de personnes traitées par buprenorphine qui déclarent injecter leur traitement. Donc on a une enquête qui a été réalisée en région PACA qui montrait que 12% des personnes traitées par buprenorphine déclaraient avoir injecté au moins une fois donc leur traitement au cours du dernier mois. L'enquête ENACARUD, qui s'adresse à une population plus précaire, mais qui montre que chez ces personnes-là, donc 8 personnes déclarent sur 10 déclarent recevoir un traitement par buprenorphine. Parmi ces personnes, la moitié l'ont injecté récemment et 78% l'injectent tous les jours. Donc voilà, c'est une réalité, donc l'injection de buprenorphine, et cette injection a des conséquences connues qui sont assez dommageables pour les usagers. D'abord en termes de transmission du virus de l'hépatite C, et également en termes de complications cutanées, donc qui emmènent souvent ces usagers aux urgences. Comme le disait donc Ambroise, il y a donc des traitements injectables disponibles dans certains pays, et notamment l'héroïne médicalisée. Et en France, donc, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il serait pertinent de mettre à disposition un traitement injectable. Alors c'est dans le plan gouvernemental 2013-2017, et l'expertise collective INSERM menée en 2010 par des chercheurs a suggéré qu'il serait intéressant d'évaluer un traitement injectable. Donc pourquoi on a choisi la buprenorphine, alors pas à la place des autres options, mais pour démarrer avec un traitement injectable en France. Alors d'abord, il y a moins de risques d'overdose. On sait que la buprenorphine est efficace pour la dépendance aux opiacés. Elle est aussi efficace que la méthadone lorsqu'on la prescrit à des doses suffisantes. Et donc dans un contexte expérimental, on a montré également qu'elle permettait de diminuer le détournement d'autres opiacés, notamment de l'oxycodone. Ça, c'est dans un contexte américain. Donc suite à ces différentes discussions qu'on a eues au sein de ce groupe de réflexion sur un traitement injectable par buprenorphine, on a décidé de proposer un protocole pour évaluer l'efficacité de la buprenorphine injectable dans la prise en charge de la dépendance aux opiacés, donc chez des consommateurs de buprenorphine en échec des traitements existants. Voilà, et donc cet essai clinique est en cours de préparation. Après des différentes discussions qu'on a pu avoir ensemble, au sein du groupe, du comité de pilotage, qu'on pourrait l'appeler comme ça, il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens, et d'où l'intérêt d'avoir mis en place cette enquête d'acceptabilité auprès des injecteurs pour essayer de répondre à certaines interrogations. Donc d'abord, quel est le niveau d'acceptabilité des injecteurs en fonction du type d'opiacés qu'ils injectent, quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion, quelle dose minimale ou maximale proposer à ces injecteurs. Alors ensuite, préférence vis-à-vis de la forme à injecter, puisqu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs formes galéniques possibles. Et puis les différents XAPA, les zones géographiques à choisir, les types de XAPA, etc. Donc, je vais vous présenter les résultats de cette enquête d'acceptabilité qui a été menée avec Ed, mais pas seulement. Il y a également ASUD qui a participé, Psychoactif, qui ont proposé cette enquête sur leur site, et la Fédération Addiction qui a relayé cette enquête auprès des différents XAPA.
Donc la population d'études concerne les injecteurs d'opiacés ou d'opioïdes, des carudes et d'autres structures. Et on a pu au total interroger 546 injecteurs. Les objectifs donc, étaient multiples. D'abord, identifier le profil de ces personnes qui injectent des opiacés, quelles sont les modalités d'usage, et puis enfin évaluer l'acceptabilité, le niveau d'acceptabilité vis-à-vis de ce traitement. Donc la méthode, on a décidé de faire une enquête assez simple, courte en tout cas, avec des questionnaires vraiment qui duraient pas plus de 15 minutes. Elle a eu lieu entre mai et août 2015 et on a eu 2 modes de remplissage des questionnaires, soit en ligne via Psychoactif ou via un autre lien qu'on proposait aux structures, ou des versions papier, essentiellement donc à travers les carudes de aide, mais aussi dans d'autres XAPA et carudes. Le questionnaire se compose de 3 parties. D'abord, le premier module visait à comprendre les caractéristiques sociodémographiques de ces personnes, leur parcours de soins, leur histoire de traitement de substitution, l'accès au dépistage aussi VIH et VHC, et les expériences de prison. Le module 2 concernait leur mode de consommation des opiacés, avec d'autres, je vous présenterai donc en détail ces résultats. Et le module 3, l'acceptabilité d'un traitement injectable par ces injecteurs. Donc les résultats de cette enquête, donc au total 546 questionnaires donc, exploitables, avec majoritairement des questionnaires remplis en version papier. 23% ont été remplis sur le site Psychoactif. Les caractéristiques sociodémographiques, donc 19% étaient des femmes, âge moyen de 35 ans, logement stable, donc 70%. Alors logement stable, c'est voilà, en fait on exclut tous les logements, tout ce qui est voilà, les personnes qui vivent dans la rue, qui vivent en foyer, voilà. Donc c'est un logement stable entre guillemets parce que c'est voilà. Et d'ailleurs l'emploi le montre puisqu'il y a seulement 29% de personnes qui étaient employées à ce moment-là. L'accès aux soins et au dépistage, donc une couverture de TSO qui est à peu près celle qu'on retrouve dans les autres études. 94% de personnes déclarent avoir déjà reçu un traitement de substitution, avec pour différents types de traitements. Donc on a évidemment la buprenorphine d'abord, à 48%, méthadone ensuite, sulfate de morphine, et 8% déclarent avoir déjà reçu de la Suboxone. Actuellement, donc 71% de personnes en traitement, donc c'est peu, mais bon, après les critères d'inclusion dans cette étude étaient assez larges, puisque c'était avoir injecté un opiacé au cours de la dernière semaine, et il n'y avait pas de détermination de la dépendance aux opiacés. Donc il y a peut-être des personnes qui ne seront pas de toute façon candidates à ce traitement. Ensuite, un accès au dépistage VIH, donc 95% des personnes ont déjà été dépistées, 2% déclarent être séropositifs pour le VIH. Pour le VHC, donc on a une séropositivité à 30%, donc c'est certainement sous-estimé par rapport à ce qu'on sait sur la prévalence du VHC, mais c'est de l'auto-déclaré, donc voilà, c'est pas vraiment étonnant. Les pratiques liées à l'injection, donc on demandait quels sont les opiacés les plus injectés, et donc l'opiacé le plus injecté est la buprenorphine. On a ensuite le sulfate de morphine et l'héroïne, et bon, très peu la méthadone évidemment. Et puis on s'est intéressé aussi aux effets recherchés, donc on voulait comprendre un petit peu pourquoi les personnes injectent, est-ce que la place du geste d'abord dans les effets recherchés, et puis voilà, de décrire un peu les raisons pour lesquelles les personnes ont choisi d'injecter cet opiacé. Donc on a les raisons principales, c'est lutter contre le manque, se sentir bien. Le geste, quand même 19% déclarent utiliser par injection pour le geste. On a ensuite donc, 3 autres effets que j'ai mis ensemble, mais l'effet euphorisant, la montée ou trouver un effet supérieur en utilisant la voie injectable. Voilà. Ensuite, les pratiques à risque liées à l'injection. Donc, on a questionné un peu sur l'échange de matériel ou d'injection et on trouve que 7% déclarent avoir échangé leur seringue au cours du dernier mois et 16% pour le petit matériel. Ensuite, la consommation d'autres produits. Donc, évidemment, beaucoup de polyconsommateurs. 76% déclarent consommer autre chose que des opiacés. Donc on a d'abord du cannabis, donc 70%, ensuite la cocaïne ou le crack,
Et donc ça, j'ai pas encore les données parce qu'on vient juste de finir d'analyser les premières questions, mais la cocaïne est en majorité injectée également. Donc les hallucinogènes, l'alcool, donc 57%, ça c'est une donnée importante pour l'essai clinique et pour le choix des critères d'inclusion dans cet essai clinique, tout comme les benzodiazépines. Voilà. Et puis les amphétamines font partie des produits associés. Alors une donnée assez intéressante, 40% des personnes de cette enquête déclarent avoir été en prison une fois dans leur vie. Et parmi ces 40%, 34% ont déjà injecté en prison. Voilà, donc bon, c'est quelque chose qu'on sait, mais parfois on a du mal à trouver des chiffres sur ces phénomènes-là. Donc voilà, c'est intéressant. C'est 34% des 40%. Voilà. Ensuite, on a demandé aux personnes les complications qu'elles attribuaient à l'injection. Donc on a énuméré les complications connues liées à l'injection d'opiacés. Donc on trouve les complications classiques, gonflement des mains, abcès, veines obstruées, les poussières, et puis d'autres complications. Mais voilà, on trouvait intéressant d'avoir des données sur ça, parce que ça fera partie également des critères à évaluer dans l'efficacité d'un traitement injectable. Ensuite, on a beaucoup discuté aussi sur le fait que l'injection parfois semble être un peu tabou, même au sein des structures. Et on a posé la question, donc quel est l'interlocuteur? À quel interlocuteur vous pouvez parler de l'injection? Et donc, bon, évidemment, on trouve que les intervenants associatifs sont les interlocuteurs les plus fréquents, et puis le médecin addictologue. Très peu de personnes parlent aux pharmaciens. Le médecin généraliste, quand même, a une place pas négligeable. Et ce que les associations ont pu remonter de cette enquête, c'est une difficulté de proposer l'enquête au sein même des structures, parce que les personnes ne veulent pas forcément être identifiées comme injecteurs. Et voilà, ça n'a pas été si facile que ça de mener cette enquête. Alors un petit focus sur les personnes qui déclarent injecter la buprenorphine, donc elles sont au nombre de 312. En moyenne, elles injectent 23 jours par mois la buprenorphine, avec une médiane donc, de fréquence d'injection de 3 injections par jour. La durée d'injection est de 6 ans. Et pour 90%, la buprenorphine est prescrite par un médecin. Une autre question qui nous intéressait plus particulièrement pour l'essai clinique, c'est est-ce que ces personnes consomment la buprenorphine par voie orale, et on trouve que la moitié déclare consommer de temps en temps la buprenorphine aussi par voie orale. Donc ensuite, le dernier volet de cette enquête était donc sur l'acceptabilité vis-à-vis d'un traitement. On a posé la question de cette manière-là, donc êtes-vous favorable à l'arrivée d'un traitement injectable par buprenorphine en France? Et puis on a utilisé aussi une autre question, parce qu'en fonction de la manière dont on pose la question, souvent on a des réponses très différentes. Donc voilà, pour éviter d'avoir des réponses un peu rapides, on a une autre question qui était à quel point souhaiteriez-vous utiliser ce traitement? Et donc là, c'est une échelle visuelle analogique que je vous montrerai après. Donc on a comme ça un degré d'acceptabilité. Et donc on a au total 80% de personnes qui déclarent qui seraient favorables à l'arrivée d'un traitement par buprenorphine injectable. Ensuite, sur ce qu'elle ferait de ce traitement, est-ce qu'elle l'utiliserait? Donc on a entre une échelle, donc on leur posait la question, et elles avaient une échelle entre 0 et 10, à quel point souhaiteriez-vous utiliser ce traitement? Et donc la médiane est 8. Donc voilà, un niveau assez élevé. Ensuite, on a décliné les questions avec des conditions de suivi différentes, donc en allant bien sûr du plus souple au moins souple. Et on a donc si la buprenorphine était accessible uniquement en XAPA, donc on a une acceptabilité qui diminue. Si l'injection était supervisée par un médecin ou un infirmier, elle diminue encore. Alors pour un intervenant associatif, ce serait plus acceptable. Et on a posé la question aussi de la supervision par le médecin généraliste, et bon, on a eu un niveau d'acceptabilité assez faible. Donc on a également posé des questions sur le médicament en lui-même, et de voir un peu comment, ce que les usagers attendraient de ce médicament en termes de dose prescrite. Donc selon vous, quelle serait la dose de buprenorphine que le médecin devrait vous prescrire?
On a une dose de 12 mg, mais bon, il faut savoir qu'après, il s'agit de comprimés, eux, qu'ils injectent, et cette dose-là ne sera pas à ce niveau en traitement injectable, évidemment. Mais bon, les travaux de Nicolas nous servent aussi pour faire l'équivalence entre comprimés injectés et voilà, une dose qu'on devrait proposer en ampoule, par exemple. Ensuite, selon vous, quel serait le nombre d'injections que le médecin devrait vous prescrire tous les jours? Donc, une fréquence de 2. Et ensuite, sur ces 2 possibilités donc, de traitement, soit en ampoule, donc la personne met la seringue dans l'ampoule et prélève le produit, soit une seringue pré-remplie. Et donc là, on avait 58% de personnes qui préféraient donc l'ampoule. Donc en discussion, d'abord, ces résultats permettent de nous montrer certains phénomènes chez les injecteurs d'opiacés. D'abord, on a un accès important au TSO, on le savait déjà, une séropositivité VHC importante également, une polyconsommation, notamment consommation aussi de cocaïne importante. Donc cette donnée sur la prison qui est intéressante et qui probablement fera l'objet d'une diffusion à un moment donné. Et la discussion autour de l'injection qui reste cantonnée donc, aux intervenants associatifs et aux médecins addictologues. Le niveau d'acceptabilité est plutôt très élevé, mais bon, bien sûr, on s'y attendait, il est affecté par des conditions de suivi de plus en plus exigeantes. La population cible pour ce traitement, donc qui serait candidat à ce traitement, donc essentiellement, alors ça, on n'a pas encore fait les analyses, on a fait des analyses préliminaires sur facteurs associés à l'acceptabilité. Et donc, on trouve évidemment que ceux qui injectent la buprenorphine seront ceux qui seront les plus candidats. Et on trouve que les injecteurs de Skénan ou d'héroïne ne veulent pas de traitement par buprenorphine. Donc ça, on a eu ces discussions sur quels sont les critères d'inclusion. Est-ce qu'on restreint ça aux injecteurs de buprenorphine ou on l'ouvre à d'autres personnes, des personnes qui injectent d'autres opiacés. Visiblement, on restera aux injecteurs de buprenorphine. Il y a une fréquence d'injection pluriquotidienne, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte dans le protocole. Et puis des doses élevées de buprenorphine, qu'il faudra qu'on calcule les équivalences pour un traitement injectable. Et des critères de précaution très importants à prendre en compte aussi en termes de consommation d'alcool et de benzodiazépine, donc pour évidemment limiter les risques d'overdose. Les troubles psychiatriques associés, la précarité aussi, comment des personnes qui ont un logement instable vont faire pour pouvoir suivre ce traitement. Ça c'est des questions qu'on s'est posées également. Et je crois que, ensuite, une dernière diapo sur cet essai clinique, pour vous donner un peu quelques informations. C'est l'hôpital Fernand Vidal, l'espace Norger, qui sera l'investigateur principal. Alors on a soumis ce protocole d'essai clinique à la NRS et probablement le partenaire industriel sera Etipharm, mais qui est assez motivé pour porter cet essai clinique jusqu'à l'AMM. Et les démarches sont en cours. Merci pour votre attention. Merci Perrine pour ces résultats. Traités dans l'urgence pour le congrès THS. Et on sait que ce n'est pas toujours facile de faire ça dans l'urgence. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur ces premiers résultats d'enquête auprès des patients? Oui, il y a 2 questions devant. Je ne peux pas leur porter celui-là parce qu'il est accroché. Ça arrive. 3 questions En français, ça va aller plus vite. Première question, c'est comment était posée la question de l'alcool? Parce que ça me paraît faible, le pourcentage, et c'est très influencé par la façon dont est formulée la question. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose? Alors c'était une question assez simple. D'abord, est-ce que vous consommez d'autres produits que les opiacés? Et là, il y avait une liste de produits avec l'alcool à la fin. Alors peut-être que, effectivement, on n'a pas posé de détails, on n'a pas mis
d'échelle où Okay. on voulait alléger le questionnaire. Donc c'est un peu compliqué de savoir si on est dans l'usage banal ou dans oui, l'usage excessif. Mais on sait qu'on aura une population qui sera de toute façon qui sera sous-déclarante pour ça. Oui. L'autre point, c'est un point aussi épidémiologique, c'est dans mon souvenir, l'âge moyen des consultants substitués, c'est autour de 45 ans. Là, j'ai cru comprendre que c'était 35. Alors, pardon. Il n'y a pas que des substitués là en fait. Il n'y a pas que des personnes substituées. Donc c'est des personnes qui sont suivies en XAPA, point. Qui sont suivies en CARUD ou en XAPA, qui ont injecté des opiacés au moins une fois au cours de la dernière semaine, mais qui ne sont pas forcément en traitement. Voilà, il y a 71% de personnes qui reçoivent un traitement. Donc l'âge moyen vous paraît représentatif des consultants c'est l'âge médian, 35 ans. Oui, médian, pardon, oui. Bon, ok. La question, c'est de savoir s'il y a des biais de réponse qui sont liés à la constitution de l'échantillon. C'est toujours possible. C'est possible. Attends, Philippe. Attends, micro, Philippe, parce que... C'est une question par rapport au protocole que vous allez mettre en place. Je ne sais pas si on en parlera après. La question de la buprenorphine, d'une couverture sur buprenorphine orale, comme ce qui se fait dans tous les programmes d'héroïne injectable, où il y a quasiment tout le temps de la méthadone en couverture. Là, cette question-là, vous avez tranché, vous êtes en réflexion? On en a beaucoup parlé, mais évidemment, on proposera un traitement oral à toutes les personnes. Voilà, systématiquement, la personne pourra choisir de... Elle sera obligatoire ou pas? Pas obligatoire, pas obligatoire. Ok. Une question, oui. Il y a une question là, et après on reviendra là-bas. Hein, So, thank you very much. Very interesting. Wim van den Brink from the Netherlands. Did you have questions about, I saw that they injected 3-4 times a day. How good is the second, third and fourth injection, given that the half-life and especially the time that it's on the receptor is very long with buprenorphine? So is there anything known about the quality of the buzz or the high after the first injection? Was it interesting? Maybe the second, third, and fourth, actually they don't do very much because receptors are occupied and you can't get a bigger buzz anymore, which is a nice thing that it can come for once a day instead of coming 2 or 3 times. We don't have, in that survey, we don't have more information on the frequency and why, but it's a very short questionnaire, but it's a question that we should ask for the clinical trial. Le premier, c'est le meilleur. The first is the best. Okay? Definitely. Staying on receptor for the rest of the day. Yeah. Après, c'est la maintenance. Just for maintenance, yes. Yeah. The second and the third is for the maintenance. Vous dites? Oui. Ah oui. Difficile d'aller plus haut. Ok. Une question? Une dernière question. Comment on sort de là? Comme ça, échappe. J'aimerais savoir plus sur les patients qui utilisent injecter buprenorphine. Ce sont les buprenorphines prescrits ou ce sont les buprenorphines illégales? Et puis, une question générale, comment vous voyez ces injections de buprenorphine? Est-ce que c'est une injection régulière ou est-ce que c'est une utilisation addictive? Et si c'est une addiction, donc si on accepte le traitement par injection, on garantit l'addiction au buprenorphine. Alors, première question, en fait, 90% des personnes qui injectent la buprenorphine, il s'agit de buprenorphine prescrite. Donc, voilà, qui sont en train de traiter par un médecin suivi.
Alors après, est-ce que le suivi médical est à la hauteur des besoins du patient? Ça, j'en ai pas, voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'est une injection addictive? A priori, les personnes qui injectent plusieurs fois par jour, c'est pour des raisons addictives. Donc, une personne qui a une buprenorphine prescrite, donc il va finir tous les buprenorphines, je sais pas, dans un jour. Dans les jours suivants, il ne reste plus de buprenorphine. Est-ce que c'est le cas pour les patients? Normalement, avec injecté, ils ont assez, même s'ils ont des comprimés de 8 mg, ça peut leur suffire pour, s'ils l'injectent, l'effet est plus important, ça peut leur suffire. Après, peut-être qu'ils vont chercher aussi de la buprenorphine en complément sur le marché noir. Ça, on n'a pas questionné, on n'est pas rentré dans les détails parce que c'était très compliqué de faire produit par produit. Mais bon, globalement, c'est quand même de la buprenorphine qui est prescrite. Voilà. D'accord. Donc la dose journalière, ça fait combien? C'est à peu près 12 mg. 12 mg par jour. Donc c'est dans la dose, comment dire? Oui, c'est dans la dose prescrite de l'AMM. Ouais. Ah, après, les personnes parfois coupent le comprimé. Voilà, ça arrive. Elles font. Donc j'en profite après. D'accord. Donc on fait une injecte, mais avec une dose contrôlée. Oui, tout à fait. Donc je dirais c'est pas une addiction. Bon, moi, mon point personnel. Parce que par exemple une personne, une héroïne, une addict de héroïne, si il a une stock de héroïne comme ça, il ne peut pas faire, il va utiliser tout. Non. Pas forcément. Ouais. Non. Ça dépend des contextes peut-être dans lesquels vous voyez ça. Mais... Illégal, des utilisateurs d'héroïne illégale. Mais si, je peux... Vas-y. Je peux intervenir en tant qu'ex-usager et j'étais en même temps un professionnel, enfin je travaillais comme interprète. Je partais dans des conférences pendant 3-4 jours et je partais avant de partir. Avant de partir, je consommais 1 demi-gramme d'héroïne par jour et j'emportais donc 1,5 g, 2 grammes que je divisais le premier jour en 3-4 doses, donc, et je savais que chaque jour j'avais ma dose. Et on peut être addict et conscient, et on peut très bien, effectivement, surtout avec l'héroïne. Par contre, effectivement, avec la cocaïne et le crack surtout, enfin la base de cocaïne, pour être exact, ça c'est vrai que c'est pratique, c'est très difficile à étaler sur le temps. Moi, j'y suis jamais arrivé. Mais en tout cas, pour l'héroïne, si, parfaitement. Je pouvais prévoir mes doses chaque jour et en achetant à l'avance. Oui. Je ne dis pas pour tous les patients, mais normalement, l'addiction, c'est la perte de contrôle de l'utilisation. Mais pas avec l'héroïne. Pas avec les opiacés. Avec les opiacés, on... Des patients qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire un stock d'héroïne chez eux parce que s'il y a un stock comme ça, il finit tout. Non, d'ailleurs, une des données de l'enquête qui montre que les personnes ne prennent pas ça seulement pour avoir un effet toujours plus élevé, c'est que les effets recherchés, c'est lutter contre le manque. Donc la personne, quand elle n'est plus en manque, elle va attendre que le manque revienne pour refaire une injection. Et donc, du coup, elles sont quand même dans une consommation régulière et pas exponentielle, quoi. Il existe probablement, il existe pas, assurément des patients, il existe des patients comme vous décrivez, bien sûr, bon, avec des pertes de contrôle impossibles où le médecin va se retrouver à faire des prescriptions, des chevauchements tous les 3 jours, tous les 7 jours. Bon, ça existe. Mais c'est, je crois, pas la majorité des patients. Pour les opiacés, c'est pas la majorité. Ça existe, ça reste une part minime, je pense. Après, probablement associé à des comorbidités psychiatriques sévères, souvent. Ou à l'usage de cocaïne. Ou à l'usage de cocaïne. Alors là, oui, c'est un usage de cocaïne ou de base de cocaïne là-dessus. Oui, pour gérer les descentes. Pour gérer les descentes, on est obligé de puiser dans le réservoir qu'on avait fait pour la veille, pour le lendemain.